Le groupe est à la base de la vie sociale. Il nous influence en toute situation, parfois sans que nous en ayons conscience. Bonjour, Xenius est aujourd'hui dans le sud de la France. Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius à Aix-en-Provence aujourd'hui. Comment l'appartenance à un groupe influence-t-elle le comportement individuel? C'est notre question du jour. Et pour y répondre, nous allons faire une expérience inspirée par Solomon Asch, un des pionniers de la psychologie sociale. Pierre, qu'en penses-tu? Combien d'haricots blancs sont dans ce bocal? Je sais pas, dis-moi d'abord. Qu'est-ce que t'en penses? On va plutôt poser cette question aux participants de notre test ici à l'université Aix-Marseille. 50. 50? C'est votre dernier mot? Oui. D'accord. 73. 73, ok, c'est noté. 60 à peu près. Après, c'est 4. Je dirais 45. 35. 35. Merci beaucoup. 73, 35, 60, c'est assez disparate pour le moment, mais ça va devenir vraiment intéressant tout de suite dans la deuxième partie de notre expérience, parce qu'on va voir comment le groupe influence notre jugement. Des chercheurs américains ont réalisé 2 expériences sur les schémas de comportement au sein du groupe et les images de la caméra cachée montrent que, sous l'influence de notre groupe social, parfois nous faisons des choses un peu étranges. Faire la queue, une interaction typique formant un groupe. Gare au resquilleur, qui suscite l'incompréhension et la colère des autres, même s'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hé, vous passez devant tout le monde. Nous, on attend depuis 1 heure. Vous êtes arrivés après nous. Notre besoin de se conformer au groupe est-il fort au point même de nous faire voir des choses qui n'existent pas? Des comédiens feignent d'apercevoir un serpent dans un arbre. À 3, ils sont assez nombreux pour exercer une pression de groupe. Le cerveau joue un drôle de tour aux passants. On le voit quand il bouge. Regardez, il est là-haut. Ah oui, je le vois. Il est de la même couleur que les branches, en train de monter. Il faut bien regarder. C'est ce que je fais. La pression du groupe est extrêmement convaincante. Décalez-vous un peu. Il est là-bas. C'est difficile à expliquer. Oh, je le vois. Vous le voyez, hein? Une fois qu'on l'a vu, c'est pour de bon. Comment expliquer que ces passants sont persuadés de voir un serpent? À partir du moment où les individus se conforment au groupe, on peut leur faire voir des choses qui n'existent pas. Parce que si le groupe voit un lion, et pas vous, mieux vaut quand même décamper pour sauver votre peau. Si le groupe fait une affirmation, aussi absurde soit-elle, notre cerveau peut, dans certaines circonstances, nous pousser à y croire. Tout simplement pour éviter d'être rejeté par les autres. Nous imitons nos congénères pour éviter d'être rejetés de notre groupe. Oui, et c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite dans la deuxième partie de notre expérience. On a posé la question tout à l'heure individuellement, dehors, sur le campus, et maintenant on a constitué un groupe de personnes qui nous attendent dehors. Aucune d'elles connaît le sujet de l'expérience pour éviter de fausser les résultats, et on va essayer de voir comment le groupe influence les jugements. Et pour nous accompagner, Marina Burakova, maître de conférence en psychologie sociale. Bonjour. Bonjour. L'expérience va se dérouler comment? Nous avons une salle, donc nous allons appeler les participants un par un et donc nous allons demander aux participants d'estimer le nombre de haricots présents dans un bocal, donc dans celui-là. Le résultat sera affiché au tableau. L'idée de ce tableau consiste à mettre de la pression et c'est la présence des autres ou la réponse donnée par les autres qui va influencer normalement la réponse qui sera donnée par chacun de nos participants. Un plan machiavélique. Absolument. On va se mettre en place alors. Vous écrivez votre estimation là sur le tableau où vous voyez les autres ont déjà écrit leur estimation. D'accord. Alors, Alors, 2/3 des participants sont déjà passés et maintenant nous allons compliquer les choses un peu.
Et cette fois, je prends le stylo rouge. Tout de suite, nous allons voir comment les derniers participants vont réagir quand ils voient ça. On a déjà commencé à comprendre ce qui se passe quand on doit prendre une décision au sein d'un groupe avec notre petite expérience pratique. Et des neurologues veulent maintenant connaître les mécanismes qui entrent en jeu à l'intérieur de notre cerveau. À l'Institut de neurosciences des systèmes du CHU de Hambourg, on étudie les mécanismes neurologiques des comportements sociaux. Jan Glecher, psychologue social, cherche à déterminer quelle influence a le groupe sur les décisions d'un individu et quelles régions du cerveau sont impliquées dans le processus décisionnel. Son hypothèse ? Plus le groupe compte de personnes dont la décision diverge de celle de l'individu, plus ce dernier sera enclin à changer d'avis pour se conformer au leur. Pour prouver cette hypothèse, les chercheurs en neurosciences ont mis au point une expérience sous forme de jeu avec 5 volontaires. On allonge l'une d'entre eux dans un appareil IRM afin de voir comment son cerveau réagit. Le principe du jeu, les participants doivent choisir entre 2 options. S'ils font le bon choix, ils empochent un gain d'argent. 2 régions cérébrales sont au centre de l'expérience. La première région cérébrale, située à peu près ici, au-dessus de l'oreille dans l'hémisphère droit, est impliquée essentiellement dans le traitement des informations sociales. Nous pensons que c'est aussi là que les décisions sociales sont représentées. La seconde région cérébrale est impliquée dans la prise de décision, laquelle intervient à l'issue de la comparaison entre plusieurs options. Nous voulons déterminer dans quelle mesure la région qui traite les informations sociales influence la prise de décision. Le jeu doit stimuler de façon ciblée les 2 zones cérébrales qui intéressent les chercheurs. On simule donc une situation dans laquelle les décisions de l'individu sont continuellement confrontées aux décisions du groupe. Le jeu se déroule en plusieurs sessions selon un déroulement immuable. Une session se compose de 3 phases. Dans la première, les joueurs doivent appuyer sur une touche pour choisir entre une image bleue et une image jaune. Le choix se fait au hasard. Les joueurs savent seulement qu'une seule option leur rapportera de l'argent. Une fois que tous les participants se sont décidés pour une image, la deuxième phase commence. On leur montre l'image que les autres ont choisie. Ils peuvent alors soit changer d'avis parce qu'ils voient que les autres participants ont choisi une image différente, soit maintenir leur décision. Le cerveau réagit aussitôt aux informations sociales concernant le choix des autres joueurs. Dans la deuxième phase de jeu, lorsqu'on montre la décision des autres joueurs à l'individu, et avant que celui-ci se ravise éventuellement, cette région du cerveau, dans cette zone de convergence, montre une activité accrue, et ce d'autant plus qu'il y a des joueurs ayant fait un choix contraire. La zone de convergence est responsable du traitement des informations sociales. Plus il y a de joueurs ayant fait un choix contraire à celui de l'individu, plus cette zone cérébrale est active. Troisième et dernière phase de la session. On montre aux joueurs leurs éventuels gains ainsi que ceux de l'ensemble du groupe. Dans la troisième phase, on montre aux volontaires leurs résultats, donc ils voient s'ils ont gagné ou perdu de l'argent. Cela active généralement le striatum ventral, ici. Autrement dit, si je gagne, l'activité augmente. Si je perds, elle diminue. Le striatum ventral est le centre de la récompense. En cas de gain, il enregistre l'expérience positive de la décision. Ce que les volontaires ignorent, c'est que dans la première mi-temps du jeu, seule la couleur bleue est gagnante. Et qu'à la seconde mi-temps, les règles changent. Ce sont à présent les joueurs optant pour le jaune qui l'emportent. Le stimulus acquis, synonyme de gain, n'est plus le même. Pour continuer de gagner, le volontaire doit changer de stratégie et réapprendre. Un processus au cours duquel il subit l'influence du groupe. Les réponses des autres sont décisives pour moi, y compris lors de ce nouvel apprentissage. Car si le groupe remarque rapidement que la donne a changé, qu'il réapprend, et que j'oriente mes décisions en fonction du groupe, je ferai aussi plus rapidement les bons choix. Sous la pression du groupe, l'individu adopte le nouveau comportement majoritaire, dans le but de réaliser le plus grand profit possible.
Nous avons pu démontrer clairement dans cette étude que les décisions sociales des autres influencent nos propres décisions. Et nous avons pu mettre en évidence les zones cérébrales impliquées. Au cours de l'évolution, notre cerveau a appris que le groupe prend les meilleures décisions. Sous certaines conditions, on préfère la décision du groupe à sa propre décision. Reste la question, c'est positif ou négatif? Ouais, et puis pour comprendre tous ces mécanismes, on a déjà simulé 2 situations différentes dans notre expérience. Situation numéro 1, tout à l'heure au début de l'émission sur le campus à l'extérieur avec nos questions individuelles, donc sans influence extérieure. Situation numéro 2, dans cette salle ici avec bien visible les réponses des participants précédents au tableau et les participants précédents eux-mêmes qui restent dans la salle pour augmenter la pression. Maintenant, c'est les mêmes conditions, les mêmes consignes, sauf que Dörte a trafiqué les réponses. C'est la situation numéro 3. Les chiffres, maintenant, ils sont très proches. Vous pensez qu'il y a des réactions différentes? Tout à fait. Donc nous, ce que nous avons essayé de reproduire, c'est ce qu'on appelle la pensée groupale, quand le groupe se met en accord sur une idée. Donc on part du principe que le groupe a donné les réponses qui sont très proches, donc il n'y a pas de dispersion en termes d'opinion. Et cela doit normalement influencer la réaction de nos 3 participants. On verra ce qui se passera par la suite. D'accord. Il faut estimer combien d'haricots sont dans cette verre-là et écrire le chiffre sur le tableau où les autres ont déjà écrit. D'accord. D'accord? Alors? Quand on parle du comportement en groupe, on utilise souvent des expressions avec des animaux. Suivre les autres comme un mouton, singer, tout ce qu'ils font. Alors ça n'a pas vraiment l'air très sympa. Mais chez certains animaux, ce comportement est plutôt intelligent. Bancs de poissons, nuées d'oiseaux, colonies de fourmis, autant d'animaux qui évoluent en groupe. Composés parfois de millions d'individus, ces gigantesques formations garantissent une protection vis-à-vis des prédateurs. Le comportement de ces groupes laisse supposer une forme d'intelligence. Andrea Cavagna, chercheur à la Sapienza à Rome, étudie les mécanismes d'organisation de ces groupes d'animaux. À partir de données empiriques de nuées d'oiseaux, le physicien analyse la façon dont l'individu se comporte au sein du groupe. Chaque oiseau garde à l'œil un nombre fixe de voisins, quelle que soit la distance à laquelle ces derniers se trouvent. Nous avons constaté que chacun interagit avec 6 à 7 congénères. Dans cet exemple, l'individu interagit avec ces 6-là. Même chose dans ce cas, où l'on constate les mêmes interactions avec des distances différentes. L'intelligence collective est le résultat de l'acquisition par chaque oiseau de ce même comportement. Les poissons affichent un comportement similaire et réagissent en parfaite symbiose à leur environnement. Un peu comme les oiseaux, ils suivent l'individu devant eux en gardant une distance constante et se déplacent à la même vitesse que leurs plus proches voisins. Jens Krause, éthologue, c'est-à-dire biologiste du comportement animal, cherche à savoir si l'on peut influencer le comportement collectif des poissons. Dans l'expérience suivante, il utilise un leurre en plastique télécommandé. La première partie de son expérience se déroule avec seulement 2 poissons. Le leurre est censé détourner les poissons d'un tas de vers et les inciter à adopter un comportement qui leur est normalement étranger. Effectivement, les poissons suivent le leurre, même si ce choix n'est pas judicieux. Généralement, les poissons suivent l'individu devant eux, parce qu'ils considèrent que celui-ci doit posséder des informations pertinentes pour s'orienter. Et cela exerce une influence extrêmement forte sur le groupe. Seconde partie de l'expérience. Cette fois, le banc de poissons se compose de 16 individus. Le groupe, plus important, se laissera-t-il manipuler comme le précédent?
Et non, dans cette configuration, aucun poisson ne suit le leur en plastique. Le groupe a décidé d'ignorer le meneur présumé et a opté pour un autre choix, plus intelligent. Si le poisson meneur prend une mauvaise décision, le banc de poissons ne va pas forcément s'y plier. Il ne suffit pas toujours qu'un individu prenne la tête. Et c'est parfaitement logique, étant donné qu'un individu peut tout à fait prendre de mauvaises décisions. Ce principe de valeur seuil sociale empêche de telles erreurs, ce qui est une forme d'intelligence collective. Le groupe prend des décisions plus intelligentes que l'individu, comme l'illustrent de façon encore plus frappante les fourmis. La colonie fonctionne selon une organisation du travail complexe et très efficace, alors qu'aucune fourmi n'a de vue d'ensemble. L'éthologue Guy Terolaz étudie leur fonctionnement. Le comportement des fourmis, c'est quelque chose de très simple, en fait. Ce sont des machines vivantes qui sont excessivement complexes en tant que machines vivantes, mais en même temps, leur comportement reste excessivement simple, puisque chaque fourmi est capable au maximum d'avoir une vingtaine de comportements différents. Une complexité collective qui s'exprime lorsqu'il s'agit d'exploiter une source de nourriture le plus efficacement possible. Dans l'expérience suivante, la colonie a le choix entre deux chemins menant à la nourriture, l'un étant plus court que l'autre. De façon surprenante, la grande confusion du début disparaît bien vite, et les membres de la colonie se décident collectivement pour le plus court des chemins. Une prouesse rendue possible par un échange d'informations redoutablement efficace. Les fourmis, ce sont des insectes qui sont capables de percevoir des informations chimiques très complexes, des phéromones, donc elles vont pouvoir avoir accès à des signaux auxquels nous n'avons pas accès. Les fourmis émettent des phéromones, marqueurs chimiques volatiles qui activent un mécanisme aussi simple qu'ingénieux. Les premières fourmis qui ont choisi par hasard le plus court chemin reviennent plus vite au point de départ. Ce chemin présente donc une plus forte concentration de phéromones que l'autre. C'est l'effet boule de neige. Le plus court chemin est davantage marqué et attire par conséquent les autres fourmis qui déposent à leur tour des phéromones. Et là, on a vraiment un exemple d'intelligence collective, puisque les fourmis individuellement ne sont pas capables de mesurer la longueur entre les branches, et on a vraiment là un phénomène collectif. Nous avons tendance à penser qu'un comportement intelligent résulte forcément d'une intelligence individuelle. Les stratégies efficaces des groupes d'animaux montrent qu'il peut en être autrement. Donc, un groupe d'animaux prend des décisions collectives. Et qu'en est-il dans notre expérience? Ouais, on va voir ça. Marina Burakova, dites-nous tout. Quels sont les résultats? Surtout entre le deuxième et le troisième groupe de participants, nous avons vu que les réponses faussées avaient une influence sur les réponses qui étaient données par nos trois derniers participants. Vous nous en voulez pas trop de vous avoir mené en bateau aujourd'hui? Ça va? Mais c'était comment pour vous, par exemple? Je me disais, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir 200 dans le même pot. Et c'est vrai qu'on est vachement influencés. Je me suis dit, oui, mais si les autres, ils ont mis autant. Et au final, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je vais essayer de m'écouter moi. Et du coup, j'ai mis 100. Vous avez mis 165, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai été un peu influencé par les chiffres qu'il y avait. Et même en les regardant, je me dis c'est pas possible qu'il y en ait 200. D'accord. Donc j'ai un peu baissé, mais j'ai quand même été influencé, quoi. Vous, vous étiez complètement sous pression. Ouais. Comment ça s'est passé? Non, effectivement, c'est vrai que dès qu'on rentre, la première chose qu'on voit, c'est le tableau, du coup. Après, je trouvais que les chiffres sur le tableau étaient un peu trop proches les uns des autres déjà. Donc au final, j'ai décidé de pas m'y fier. Et c'est pour ça que j'ai mis à peu près 120, quoi. Combien il y en avait réellement? Exactement 110. On ne le pense pas, hein? Ciao, au revoir. Ciao. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, j'aurais jamais dit qu'il y a 110 haricots à l'intérieur, plutôt une cinquantaine ou quelque chose comme ça. Et quasiment tous les candidats nous ont dit il y en a une cinquantaine. Enfin, ils ont tous sous-estimé le nombre de haricots. Oui. Mais moi, pareil, je me serais trompée et c'est tout à fait normal parce qu'à partir d'un certain nombre, il est très difficile pour notre cerveau d'opérer des calculs sur des grands nombres.
Donc on sous-estime de manière générale. Et dans la vie quotidienne, c'est quoi la raison principale de l'acceptation du groupe? C'est la peur d'être rejeté, d'être un outsider? Il y a ça, donc on a tous besoin de faire partie d'un ensemble d'individus. On a besoin de maintenir cette identité collective, c'est-à-dire ça fait partie de moi aussi. Et si on parle du conformisme en général, quels sont les facteurs qui déterminent si on accepte ou refuse l'influence du groupe? Il y en a plusieurs, et donc parmi ces facteurs, il y a la personnalité notamment. Donc ça dépend de notre capacité à rester indépendant, donc à ne pas se soumettre à une opinion qui est partagée par une majorité. Ça dépend aussi de la cohésion qui a été développée par le groupe. Ça dépend également de l'importance que le groupe représente aux yeux de l'individu. Donc si l'appartenance à ce groupe est vraiment quelque chose de vital, même s'il a l'impression d'avoir une opinion différente, il aura tendance à accepter l'opinion, en tout cas à se conformer à l'opinion qui est émise par le groupe. Alors quels sont les effets positifs et négatifs? Parmi les effets négatifs, nous pourrions parler de la pensée groupale. Il s'agit d'une opinion très cohésive, très soudée, et qui devient très peu critique par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a aussi un autre effet, c'est la paresse sociale quand on laisse faire le groupe. Tout à fait, c'est l'opposé de la facilitation sociale. Mais alors la paresse sociale surgit là où il est impossible de mesurer la performance individuelle. Ce qui se passe, c'est que l'individu va penser « Ah bah, de toute façon, mon effort est caché dans l'effort collectif » et il va s'appliquer beaucoup moins. Et positif? Notamment, on peut citer la facilitation sociale. Le groupe facilite la prise de décision via des techniques telles que le brainstorming, par exemple, de l'altruisme, de l'entraide, de la solidarité, qui vont renforcer une bonne ambiance de travail. Et quel impact est-ce que les études sur les groupes ont sur votre travail, votre recherche? Dans ma recherche, je m'intéresse à des populations un peu spécifiques. Je travaille beaucoup notamment avec les sapeurs-pompiers français. Et dans ces recherches, on a bien remarqué que la cohésion de groupe que les sapeurs-pompiers développent a une très grande importance pour tout ce qui se passe dans leur vie professionnelle. On va retrouver notamment une très grande importance du soutien social que chaque individu reçoit de la part de son équipe de travail, qui va avoir un effet très bénéfique sur le rapport qu'il a à son travail ou à son activité volontaire. Merci beaucoup Marina Burakova. Merci à vous. Merci. Oui, alors le groupe a beaucoup d'effets positifs, mais il est important aussi de remettre constamment en question ses décisions, parce que sinon, ça peut mener à des actes qui sont plutôt insensés. Nathan De Waal, psychologue social, étudie le conditionnement au sein des groupes. L'objectif de l'expérience est d'amener le volontaire qui va s'asseoir à côté de vous à adopter votre comportement, en sachant qu'il n'a reçu aucune instruction. Le volontaire va-t-il effectivement se caler sur le comportement du groupe? Même si beaucoup de gens pensent que le rejet social n'est pas si grave que ça, en termes d'évolution, cela équivalait pour nos ancêtres à une peine de mort. Être seul signifiait ne pas être en sécurité, ne pas pouvoir survivre et par conséquent, ne pas transmettre ses gènes. Le volontaire va être conditionné à réagir à une sonnerie, c'est-à-dire se lever aussitôt qu'elle retentit, puis se rasseoir au second signal. On ne lui a fourni aucune instruction en amont. Pourtant, dès que les comédiens se lèvent, le volontaire les imite, même si cela n'a pas vraiment de sens. Il pense que le groupe sait quelque chose que lui ignore et calque son comportement sur le leur pour ne pas être exclu. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant que les autres ne sont plus là. C'est le moment de vérité. Nous allons voir si le conditionnement a fonctionné. On envoie un homme inconnu dans la pièce où se trouve le volontaire. Voyons si notre volontaire devient professeur. À chaque fois que ça sonne, il faut se lever. Effectivement, le volontaire reproduit le schéma comportemental du groupe. Par contre, ne me demandez pas pourquoi. Et maintenant, c'est lui qui instruit le nouveau venu.
Le besoin de se conformer aux autres est fortement ancré dans notre cerveau. Et il nous fait parfois faire des choses insensées, car au cours de l'évolution, nous avons été conditionnés pour rester dans le groupe coûte que coûte. C'est important de prendre ces décisions en conscience, mais le libre arbitre et l'opposition au groupe n'est pas toujours facile. Oui. Et si on est dans le groupe, alors on peut aussi en tirer profit. Alors, on vous dit, restez conscients et curieux. À la prochaine. Bien dit. Restez curieux et gardez l'esprit critique. À bientôt.